Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G, épisode 3. Fernand Lopez, le King. Bonjour le King. Bonjour, Et comment allez-vous les gars? ça va superbement bien et je suis le G, donc Guillaume, honoré de discuter avec Fernand chaque semaine à 18h, masterclass sur masterclass par Fernand Lopez. Alors on va commencer par le premier sujet du jour, c'est bien évidemment donc l'UFC 258 ce week-end, Kamaru Usman contre Gilbert Burns. C'est peut-être pas celui, on va dire, qui va péter tous les scores en termes de pay-per-view, mais sur le papier, en tout cas pour ma part, c'est un combat qui est particulièrement intéressant. Et puis il y a plusieurs strates qu'on va voir avec Fernand, parce que c'est vrai qu'il a peut-être été confronté à ça, le côté d'anciens coéquipiers qui s'affrontent, comment gérer ça, etc. Mais d'abord, on va commencer par, bien évidemment, le duel en lui-même, et puis Kamaru Usman. Toi, déjà, que penses-tu de Kamaru Usman, le champion welterweight? Wow. Oui, gros sujet, mais qui est Kamaru Usman. Je pense que c'est le meilleur welterweight aujourd'hui. On peut dire ce qu'on veut, il n'est pas aussi spectaculaire qu'on le souhaiterait, mais il est le meilleur aujourd'hui. Il est physiquement et mentalement ultra fort, à mon avis. Il a fait un parcours sans faute. Il a gagné, il est devenu champion en mars 2019. C'est un mec qui a fait de la lutte universitaire aux États-Unis, 2 fois champion national. Et à partir du moment où il est échoué pour les Jeux Olympiques, il s'est mis sur le MMA. Il a rejoint l'équipe de Henry Hoost, le Hollandais qui s'est aussi installé aux États-Unis. C'était la Black Zillion à l'époque, hein, avec Rashad Evans. Voilà, c'est d'ailleurs de là-bas qu'il a connu Rashad Evans, puisque Rashad Evans venait d'un combat fratricide entre John Jones et lui, et puis il s'est dit, bon, je pars de la Jackson pour aller m'entraîner ailleurs. Donc, du coup, il a fait un très bon travail de pied-point là-bas, à Boca Raton, Floride. Ensuite, il y a à peu près 1 an, il s'est installé au Colorado à Denver, avec Whitman. Trevor Whitman, c'est ça. Voilà, c'est je crois son gym, c'est DNX ou BNX, Onyx. Onyx, ouais, Onyx, exactement. Ouais, Onyx. Et en gros, ce mec-là, ce que j'aime avec Trevor, ce qu'on peut attendre de Ousmane Kamaru, c'est les déplacements. Les déplacements vont changer. Les déplacements vont permettre qu'il n'ait pas à lutter pour défendre la lutte. Parce que du coup, il est un bon lutteur, mais ça reste un coup énergétique. Et je pense que il a une meilleure boxe aujourd'hui. Il peut boxer décemment sans avoir besoin d'aller coller forcément. Donc voilà, c'est le pire match-up qu'on puisse donner à Burns. C'est difficile comme match-up. C'est vraiment un match-up où j'ai rarement vu des situations où tu as du mal à choisir. Burns va apporter une situation de choix inconfortable pour Ousmane, et Ousmane va faire la même chose. Dans le sens où Burns va se positionner en mode « je suis agressif ». Alors, la plupart des analystes pensent qu'on ne peut pas dépasser ou agresser Ousmane Kamaru. Moi, je pense qu'il n'aura pas le choix, parce que si j'étais le coach de Burns, ce que je dis à Burns, c'est: tu ne peux pas fonctionner à la vitesse de croisière d'Ousmane Kamaru. Si tu suis, parce que Ousmane Kamaru monte en pression, il maintient une vitesse de croisière juste au-dessus, légèrement au-dessus d'un système cardiovasculaire de base, c'est-à-dire que, et il maintient ça longtemps sur 25 minutes. Si on va sur 25 minutes, Burns perd. Du coup, il va devoir accélérer. S'il accélère, il donne 2 choix à Ousmane: lutter ou prendre le risque. Lutter, et donc, s'il lutte, il gagne la lutte. Mais s'il gagne la lutte, il se retrouve dans une situation de « je suis en danger ». D'un autre côté,
S'il ne lutte pas, il reste debout et puis il prend le risque de ne pas de subir la pression de Burns. Mais encore une fois de plus, il faut regarder un peu le background d'Ousmane. Hein. Je vous ai dit, très bon lutteur. Il n'a aucun souci en lutte. Il fait tomber, il a bouffé Woodley en lutte, il fait tomber n'importe qui, c'est pas un souci ça. Il s'est beaucoup amélioré en boxe, mais il n'avait pas de footwork, il n'avait pas de déplacement. Aujourd'hui, on sait qu'il est capable de se déplacer parce que Trevor Whitman, il est beaucoup sur la précision, sur le détail, sur la manière dont ta tête bouge, sur la manière dont tes jambes bougent. Déjà, c'est le vrai premier camp d'entraînement qu'il fait avec. Donc, on verra si ça passe. Ça reste une inconnue. Hein. Mais sur le papier, on sait que Trevor, moi, j'adore. Je suis en termes de coaching, mon coaching, mes raccourcis en coaching ont toujours été les déplacements parce que ça résout pas mal de problèmes. Si tu te déplaces, tu n'as plus besoin d'avoir une bonne défense de lutte parce que tu sais te déplacer. Et donc, du coup, on a quelqu'un qui est très fort mentalement, qui est sûr qu'il a l'ascendant. Les deux sont sûrs d'eux. Ils disent qu'ils vont gagner. Mais je suis sûr qu'au fond d'eux, il y a un qui sait qu'il a souvent été dominé à la salle. Exactement. Voilà. Et c'est Daniel Cormier qui avait dit ça justement aux entraînements. Il y en a un des deux qui sait comment ça va se passer. Et toi, comment tu gères ça? Est-ce que tu as déjà été dans cette situation-là où tu avais deux athlètes à toi qui étaient coéquipiers ou anciens coéquipiers et qui allaient s'affronter? Tu ne pourras pas savoir. Je ne peux pas savoir. Oui. Je peux deviner, mais je ne pourrais pas savoir. OK? Il y a un ou deux mecs à la salle qui sont proches et avec lesquels j'ai des confidences. Et là, ils peuvent s'ouvrir et dire, bon, ce que tu as vu, ce n'est pas ça. En fait, voilà ce que je pense de lui. Je fais croire ça, mais je pense ça de lui et je pense que je peux arriver à le battre. Sur les plusieurs catégories, il y a eu ça. Il y a eu Michael Lebou, Karl Amoussou et MMA Factory. Donc, Karl Amoussou qui n'était pas à l'UFC, qui trouvait que c'était injuste. Michael Lebou qui était passé à l'UFC parce que il avait raison. Michael Lebou était beaucoup moins fort que Karl Amoussou, mais Michael Lebou avait été choisi par l'UFC et donc du coup j'étais assez transparent sur les messages que je recevais de l'UFC par rapport à ça et le choix était clair. Cependant, les deux se sont entraînés. Michael Lebou sait si Karl Amoussou a eu l'ascendant ou pas. Karl Amoussou sait si Michael Lebou a eu l'ascendant ou pas. J'ai eu des confessions de l'un et je sais ce qu'il pensait en fait sur l'ascendant mental ou pas. J'ai vu Cyril Gane et Francis faire du sparring. Et il y a eu cette histoire d'ascendant ou pas. Chacun fait sa déclaration de son côté. Il voit maintenant, la question c'est est-ce que parmi les deux, il y a un qui est assez intime pour te confier la réalité du fond? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour Ousmane Camaro et Burns, je suis convaincu qu'ils savent qu'il y a souvent, tu sais, il y a des jours avec et des jours sans. Et tu sais s'il y a plus ou des jours avec et tu étais au-dessus ou tu as eu plus de jours avec ou tu étais en dessous. Enfin, je parle de la performance sportive. Et ça, mine de rien, on ne sait pas quel effet ça va faire dans le cerveau. On ne sait pas encore l'effet de ça. C'est vraiment une inconnue. Mais ce que je sais de manière très sûre, c'est que franchement, il est très solide mentalement, Ousmane Camaro. Il est sûr qu'il pourrait marcher sur l'eau et quelque chose de bien. Et plus globalement, le style Kamaru Usman, toi, on sait que justement, tu as cette casquette de coach et de manager, quelqu'un qui, je ne vais pas dire se contente, mais gère énormément et de temps en temps, tu vois, on a l'impression qu'il a vraiment la main mise sur les combats, mais va quand même à la décision. Toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois un combattant comme ça, même si, c'est vrai, il y a quand même ce côté domination sur ses adversaires? Dans la vie, tu fais ça ne me gêne pas du tout parce que tu fais ce que tu... En tant que promoteur, je veux qu'il y ait des gens qui cherchent le finish. On pourrait appeler Gilbert Burns
finish him, Mhm. Mortal Kombat. Il est vraiment en mode Mortal Kombat. Il veut terminer le combat. Et d'ailleurs, c'est la clé de sa victoire. Si vous voulez gagner, on va revenir dessus tout à l'heure, mais ça fait partie de l'une des clés de victoire pour lui, d'essayer de finir. Ousmane Camaro, même quand il a eu l'occasion de finir, à maintes fois, il laisse traîner, il joue la sécurité. Ouais. C'est dans ses gènes, il joue la sécurité. Il est comme ça, il joue la sécurité, donc je pense qu'il va encore jouer la sécurité. En tant que manager, moi, c'est bien, dans le sens où il fait le job. Il fait le job, il est moins spectaculaire qu'un Conor McGregor ou moins sensationnel, mais il fait le job pour assurer une vie décente, quoi. Il ne prend pas beaucoup de risques. Et puis, on est à peu près sur les mêmes sommes, hein. Que tu fasses beaucoup de spectacles ou pas, effectivement, tu te rajoutes quelques bonus. Si jamais tu mets des KO, tu tiens ça en compte en te disant à chaque bonus, je rajoute un 50 000 $. Je motive l'UFC à me donner plus. Je motive un peu plus de sponsors parce que je passe en boucle sur les chaînes de télévision et puis l'UFC. Donc, ça peut changer quelque chose. Mais en réalité, moi, je pense qu'il fait le job. Il est le premier champion africain de MMA. Il est le mec invaincu. Il est dominant. C'est-à-dire que de manière constante et longtemps, il est dominant. Donc, non, ça ne me gêne pas plus que ça. Et en termes d'entraînement plus globalement, il y a ce que Kamaru Usman a dit qui impressionne tout le monde, c'est qu'il ne court jamais. Est-ce que pour toi, ça, c'est possible ou c'est juste une espèce de punchline pour ajouter un petit peu à la mystique Kamaru Usman? Je ne fais pas courir mes gars non plus. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la performance sportive d'un lutteur, c'est de lutter. Si tu es un boxeur, tu dois boxer. Si tu fais du MMA, tu dois faire du MMA. Ça a l'air bateau comme ça, ce que je te dis, mais en termes de préparation physique, je suis un préparateur physique qui est câblé sur... j'ai fait ma formation de préparation physique à l'INSEP. Mes mentors en préparation physique m'ont enseigné, et pourtant, ce sont des anciens, c'est-à-dire à l'INSEP, les professeurs que j'ai eus, c'est des anciens qui ont fait l'ancienne école, où la préparation physique n'était que faite par ceux qui avaient écrit. Et ceux qui avaient de la littérature, c'était des, comment ça s'appelle, des professeurs de gymnastique ou des professeurs d'athlétisme. Et en fait, on commence la préparation physique en courant. On voit les films de Rocky, ils courent. Dans le subconscient des gens, on court. On va en Thaïlande, on prépare les combats, on court. Maintenant, courir et faire du fractionné, du sprint, ne me pose pas de problème. Je le proscris à des personnes light heavyweight et heavyweight, puisqu'on sait que à chaque fois qu'on fait un pas, on réceptionne sur ses articulations porteuses 3 fois le poids de son corps. Si tu as 60 kilos, quand tu cours, ta hanche, ton genou, ta cheville reçoivent à chaque pas que tu fais 180 kilos de pression sur chaque partie de ton articulation. Du coup, c'est délétère dans le temps. Et donc, pour les poids lourds et les lourds légers, je proscris la course de toutes les façons. Parce on peut utiliser des appareils à friction. On peut utiliser un rame, on peut utiliser un vélo. Donc, préparation physique, je l'élimine complètement. Ensuite, je peux faire des fractionnés parce que du coup, je vais aller développer ce qu'on appelle les adaptations centrales, cœur, poumon. Je vais agrandir ce qu'on appelle le volume d'éjection systolique parce que je fais pomper le cœur, la fréquence cardiaque. Donc, je gonfle et je fabrique un gros moteur, on va dire. Par contre, si je me mets à courir systématiquement, je me mets dans un rythme cyclique. La course, c'est du cycle. Le long marathon, c'est un cycle. Le footing, je fais de 1, 2, 3, 4. Le déplacement en boxe est acyclique. J'ai un intérêt à casser le rythme et à changer de fréquence. Et donc, du coup, au lieu de courir et faire le tour de Paris, je préfère courir dans un ring si je vais combattre pour un combat dans un ring ou dans une cage, dans un octogone si je vais combattre dans l'octogone. Pourquoi je dis courir? Parce que je vais faire du déplacement. Ça me permet
de faire avancer quelque chose qui est scoré par les juges. Les juges scorent la gestion de l'espace. Les juges scorent le déplacement. Le footwork tag à éviter la lutte. Le footwork tag à éviter d'être touché. Du coup, ça ramène à ce que la méthode d'entraînement que je suis, c'est qu'on appelle, je suis un entraîneur systémique. Je travaille un bloc de système avec la préparation physique, la stratégie de combat la technique de combat dans un système. Ça marche parce que tu fais les déplacements. Pendant que Ousmane Camaro fait ses déplacements, Ousmane Camaro est en train de gérer l'espace parce qu'il fait ses déplacements dans la cage. Toi, tu vas courir dans la ville, tu n'as pas une gestion d'espace de la ville. Lui, il a une gestion d'espace de son espace de combat. Il se reconnaît dans l'espace et dans le temps. Il sait où il est à tout moment. Il évite de gaspiller l'énergie pour rien. Il fait le footing en même temps que toi, mais il est dans l'octogone, il fait de la stratégie, son coach lui parle, il est en train de développer la coachabilité. Voilà pourquoi je ne trouve pas qu'il exagère et que c'est une punchline. Je pense vraiment que c'est un propos qui tient la route plus que je ne pousse pas les gars à faire du footing, du long footing ou même de la corde à sauter très longtemps. Ça n'entre pas dans ce qui va aider sur l'orientation de la discipline qui est le MMA. Et là, avant de voir les dernières clés du combat, là, c'est plus dans la gestion de carrière de Kamaru Usman. Et toi, si tu as déjà été face à ça au niveau des athlètes, Daniel Cormier a dit que lors de ses derniers combats, en fait, tout simplement, il n'était plus en capacité de lutter. Là, Kamaru Usman, je crois qu'il a 33-34 ans. Peut-être aussi que tu vois, son changement de coach et de camp d'entraînement, ça vient du fait aussi que, mine de rien, avec le temps, là, il va plus être en capacité de, sur 25 minutes, de faire appel à sa lutte. Est-ce que toi, pour ça, c'est pour un combattant qui est aussi haut, c'est possible de se renouveler ou pas? Parce que d'ici, bon, il était toujours au plus haut niveau, mais c'est vrai que ces deux derniers combats, malheureusement pour lui, il les a perdus. Se renouveler, ce n'est pas un problème d'âge. On sait que le mec qui s'est le plus renouvelé à l'UFC, c'est Overeem. Overeem, il change de face toutes les, on va dire, les Olympiades, quoi. Ouais, Tous les 4 c'est ans, ça. il te rapporte un nouveau style. Et putain, il n'est pas si jeune. Je pense que le choix de Ousmane d'aller à Orlando n'est pas, même s'il va le dire, hein, même s'il va dire que il a changé de style parce que le prof là-bas, il est ci, il est ça. Je pense que c'est déjà le choix que tu sens que bientôt tu vas peut-être faire la ceinture contre un de tes coéquipiers. Le deuxième truc, c'est que c'est juste une affaire de relation. Il a son frère, Mohamed Camaro, qui s'entraîne là-bas. Il a pas mal d'anciens qui y vont. Il a son frère s'entraîne là-bas avec, comment il s'appelle, le numéro 3 de l'UFC en poids lourd, Curtis Blade. Il s'est entraîné là-bas à Orlando, à Elevation, dans un Ouais, premier temps, au Colorado, à Denver. Colorado, ouais. Voilà. Et ensuite, il y a des affinités qui se font. Rashad Evan, finalement, après la Black Zillion, quand ça s'est cassé, il y a eu la nouvelle team de la Black Zillion qui s'appelle... Ouais, ouais. qui s'appelle quelque chose MMA, Sanford MMA. Exactement. Sanford MMA, c'est le nouveau gym des gars de la Black Zillion. Où il y a Chandler et tout le monde, ouais. Voilà, où il y a Mike Chandler et tout ça. Cependant, comment il s'est Rashad Evans, lui, il est du Colorado. Ousmane Camaro s'entend bien avec Rashad Evans. Bon, ils se retrouvent. Ça ne m'étonne pas. Je pense qu'il y a des affinités qui se font. Ce que je pense juste, que ça va lui apporter un plus sur son déplacement, sur sa manière de faire son footwork et tout. Mais oui, pour toi, c'est pas vraiment un choix, on va dire, sportif, tu vois, de se dire, il faut que j'aille de ce côté-là, tu vois. En général, c'est pas... De manière générale, Oui. maintenant, je suis très prudent de ne pas raconter des histoires quand je ne suis pas sûr de connaître les insights, tu vois. Je vais juste sur des hypothèses, des déductions et je me dis que de manière générale, ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça qui fait basculer un mec d'une team à une autre team. Je pense que c'est une affaire d'affinité aussi. Et je ne sais pas ce qu'on va voir. J'espère que on aura un Ousmane Camaro qui va vouloir boxer un peu plus.
j'espère qu'il va vouloir boxer un peu plus, lutter moins. Déjà parce que je pense que c'est la clé pour gagner de manière efficace. Mhm. S'il va en lutte, il va gagner, mais voilà, pas de manière clean, on va dire. Ça va être compliqué. Donc voilà, donc pour toi, la clé du combat, tout simplement, c'est que Kamaru Usman se concentre sur la boxe pour ce combat-là? Pas qu'il se concentre sur la boxe uniquement, qu'il utilise ses feintes de lutte pour pouvoir boxer, mais Mhm. qu'il boxe beaucoup et qui change sa fréquence. Ousmane Kamaru est un mec qui combat de cette manière. Il a 3 processus. Je défends, je stabilise, j'attaque. Burns, lui, combat en mode j'attaque, je stabilise, je défends, éventuellement si on me contre-attaque. Hmm. C'est 2 mentalités différentes. Il y a un qui est prudent, qui joue sécurité, il défend, il observe ce qu'il y a, il attaque, il stabilise, ensuite il attaque. En lutte et tout, il pose les bases. Éventuellement, quand il sent qu'il est fatigué vers la fin du 4e, quand le gars commence à fatiguer vers la fin du 3e round, il vient sur le round de championship et bombarde. Il se met à être agressif, il attaque. Alors que Burns, lui, doit commencer tout de suite à attaquer. Ouais. Ce style-là, c'est la clé de combat de Burns. Si Burns arrive et joue le mec gentil et prudent qui laisse Ousmane Kamaru confortable pour faire son entrée et tout, son attaque, ça va être très compliqué pour Burns. Parce que l'autre a une vitesse de croisière. Mais si Burns arrive comme il était possédé et qu'il se met à attaquer au sol, en lutte, parce que ce qui fait la force de Burns, finalement, c'est quoi? Ce sont ses kicks. Il a les gros kicks. Et pourquoi il kick? Parce qu'il s'en fiche. C'est ça. En gros, quand tu hésites de kicker, c'est parce qu'on peut te saisir la jambe et te faire tomber. Mais Burns, il se moque qu'on le fasse tomber, c'est-à-dire qu'il va kicker au max du max. C'est ce qu'il faut qu'il fasse. Il faut qu'il soit ultra agressif debout, qu'il kick à mort, qu'il boxe à mort et qu'il pousse Ousmane Kamaru à faire un choix. J'en ai marre d'être kické, je vais l'embrasser. S'il l'embrasse et qu'il va lutter, il se retrouve dans la situation de défense de sol. Parce que Gilbert Burns, quand même, c'est 3 fois champion du monde de jiu-jitsu brésilien. C'est solide, c'est compliqué. Alors, je vais quand même dire quelque chose qui est important, c'est que il est plus facile, enfin, ils n'ont plus d'éléments surprises. Ils se connaissent parfaitement. C'est ça. Ousmane Kamaru a coaché Gilbert Burns sur ses combats. Gilbert Burns a coaché Ousmane Kamaru. Ouais. Ils se sont entraînés des centaines de fois ensemble. L'avantage de cette connaissance de l'un à l'autre passe à Ousmane Kamaru. Parce que finalement, la lutte n'a pas de surprise. Ouais. Quand tu vas lutter, tu sais à quoi tu vas faire, à quoi tu auras affaire. Le grappling a beaucoup de surprises. Si jamais Ousmane Kamaru rencontrait Gilbert Burns pour la première fois, je t'aurais dit, il va être surpris du sol, du grip, du sol, de la technique de surprise, parce que les techniques de chacun au sol, la manière de se déplacer, de sortir la hanche, d'être agressif au sol, c'est une signature particulière. Chacun a ses patterns et te met en danger de manière particulière. Sauf que Ousmane sait déjà tout ce que Gilbert Burns peut faire au sol de dangereux. Il sait comment Gilbert Burns peut prendre le dos. Il sait comment... Et donc, dans la situation où il n'y a plus de surprise, c'est celui qui joue la défense qui gagne. Je le sais, j'ai basé mon système de grappling dessus, sur la défense. J'étais un grappleur très défensif. Et en gros, c'est plus facile de défendre que d'attaquer. Et dans le cas de Gilbert, c'est ce qui va se passer. Ousmane, quand ils vont se retrouver au sol, saura où il ne doit pas mettre les mains, où est-ce qu'il ne doit pas poser sa jambe, comment faire pour éviter la clé de talon, comment faire pour éviter la guillotine. Alors que dans l'autre sens, même si Gilbert Burns sait ce que Ousmane va faire, la lutte s'impose. La lutte, c'est une affaire de force physique,
d'explosivité et de biomécanique super importantes. Donc, quels que soient les axes que tu vas faire, le mec qui te domine en lutte te l'annonce et te domine en lutte. Au sol, si je refuse de m'engager, si Ousmane Camaro décide de ne pas s'enflammer sur le ground and pound, il sort de la safe. Il amène au sol, il contrôle, il sort safe. Alors que dans l'autre sens, l'autre va quand même laisser des plumes par la dépense énergétique et quand ils vont repartir debout, Ousmane Camaro aura peut-être moins de problèmes d'acidité tissulaire et boxer de manière plus correcte ou en tout cas maintenir la contraction musculaire pour boxer sans gêne du tout. Et ben voilà, donc réponse samedi. Est-ce que tu veux te risquer au jeu des pronostics, mon cher Fernand? Oui, je vais me mouiller sur les pronostics. Il est joueur. Alors c'est parti. Oui. Encore une fois de plus, l'élément de surprise fait que je suis obligé d'aller sur Ousmane Camaro. Voilà quoi. Le fait que j'aime beaucoup Gilbert Burns, je connais les deux sont des amis. Mais Gil Burns est méritant dans le sens où il apporte un show incroyable. Il avance, il est finisseur, il est agressif. Je souhaiterais qu'il gagne parce qu'il le mérite, parce qu'il travaille à mort. D'un autre côté, tu as une machine de guerre, un mec qui ne lâche rien, qui ne va pas prendre de risques ni debout ni au sol. Je pense qu'il sera en difficulté pour faire le choix dont je t'ai parlé précédemment. Est-ce que je choisis de ne pas... Il ne se fait jamais marcher dessus. Ouais. Il va avoir un mec qui veut lui marcher dessus. Il va devoir choisir, bon, j'y vais, je boxe, je lâche tout et je me mets en danger, ou je vais au sol pour calmer la tempête du jeune et derrière, je prends le risque de pouvoir peut-être avoir une surprise de soumission. Mais quand ça s'est passé, ça va être difficile pour Burns de gagner. Donc, je vais pour Ousmane Camaro par décision unanime. Eh bien, formidable. C'était également mon pronostic. Réponse dans la nuit de samedi à dimanche. Je pense que c'est vers 6h du matin. Et vous pourrez suivre les stories de Fernand Lopez qui ne manque pas un seul événement UFC. Alors, maintenant, on va passer aux questions parce que c'est vrai que donc, vous pouvez poser des questions à Fernand en commentaire de chaque épisodes qui sont également disponibles maintenant sur toutes les plateformes audio de streaming pour tous les podcasts, donc Spotify, Deezer, Apple Podcasts et j'en passe. Donc, on va commencer par la question de Donny VDB, le top 5 des GOAT de Fernand. Alors, Donny, j'ai préparé une liste de top 5. Je pense que le premier sur ma liste, c'est Stipe. Enfin, le numéro 5. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Le numéro 5 sur ma liste, c'est Stipe. Pourquoi? Parce que... oui, pourquoi? Oui, évidemment. Ouais. Voilà, Stipe, mine de rien, c'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir, pour pouvoir faire mon top 5, je pars sur une modélisation de la performance. La base de la préparation physique et de l'entraînement commence sur le modèle de performance. Chaque discipline sportive a son modèle de performance. Chaque individu modélise sa performance comme il l'entend. Moi, je modélise la performance de ma manière où je tiens en compte les palmarès, les paramètres endogènes et exogènes. Exogène, ça veut dire Conor McGregor qui lance un caddie sur un bus, c'est quelque chose qui lui enlève, qui lui met des malus. Khabib qui va faire sortir de la cage et faire un kickboxing, un saut, une bombe sur le camp adverse de Conor, c'est un malus qu'il prend. Les problèmes extra-sportifs de John Jones, c'est un malus. John Jones, malus. Voilà. Moi, je modélise ma performance comme ça. Et donc, je dis que ou quand tu es un bon communicant comme Conor, c'est un bonus. Si tu as fait beaucoup
de la même manière qu'on va donner un prix de médecine à quelqu'un qui a aidé pour trouver le vaccin, je trouve que Conor, je vais lui donner un peu plus de mérite, un bonus, parce qu'il a fait quelque chose pour faire Bien avancer sûr. le sport de manière générale. Donc, Oui, ton voilà comment classement prend en compte le sportif et l'extra-sportif. Voilà que les gens soient bien au courant de ça. voilà. Donc, du coup, malgré que Stipe, il ne communique pas assez, qu'il ne soit pas un bon communicant, qu'il ne soit pas vendeur, c'est un mec qui a beaucoup fait. Il y a peu de personnes qui ont atteint son niveau sur Golden Glove en boxe. Et puis sur le MMA NCAA, c'est quelque chose de formidable. Ensuite, des défenses de ceinture, pas mal. Et donc voilà, je pense qu'il mérite la place de numéro 5 dans mon classement. Ensuite, le numéro 4, pour moi, j'avais mis qui? J'avais mis Notorious, Conor McGregor. Oh là là, ça y est, on peut fermer le podcast, c'est terminé. Non, OK. Pourquoi? Qu'est-ce qui te choque? Vas-y, dis-moi, donne-moi. non. Qu'est-ce qui te choque sur le classement? Alors plus sérieusement, non, non, moi pour le coup, je pense qu'il a énormément apporté, c'est vrai, Connor. Mais je, en fait, il était top 5 pour ma part En fait, pour moi, le timing en fait est extrêmement important. En 2016, il s'arrête en 2016 contre Eddie Alvarez, il est dans le top 5. Aujourd'hui, je trouve que c'est très compliqué, un peu comme tu vois Anderson Silva, où quelque part, chaque combat, il descendait petit à petit. Alors qu'en 2013, bah, il était tout en haut, j'avais aucun problème à dire ça. Mais tu vois, tu as ce côté, le sport a évolué sans lui, et tu te dis, bah, aujourd'hui, il est en train de rattraper, mine de rien, un petit peu son retard, où il doit revenir contre Dustin Poirier. Et là, il revient en mai contre Dustin Poirier, il met KO Dustin Poirier. Bah, tout change finalement. Il y a aussi ce côté-là. Et pareil pour Stipe, quelque part là, avec le combat contre Ngannou, s'il bat Francis, bah, forcément, c'est un espèce de point d'exclamation. On dit il a nettoyé la catégorie. Du coup, à ce moment-là, ne me demandez pas mon top 5 de all the time. C'est-à-dire que vous avez déjà le classement mondial de l'UFC. Référez-vous au classement mondial et ne me posez pas la question. Mais non, Si mais vous me moi, je veux posez la l'avoir. question, si vous me posez la question, attendez-vous à ce que je vous donne la singularité de ce que je ressens. Mais oui. OK? Ce que je ressens, c'est que, de manière générale, dans le Hall of Fame, de ce que j'ai vécu de ma petite carrière de spectateur de MMA, je le vois toujours dans mon classement du top 5. Bien sûr. C'est que on peut dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, toi qui es, comment dire, tu es un média, quand tu as envie de buzzer, tu te rappelles que ce mec existe. C'est-à-dire que l'UFC, aujourd'hui, ils sont au top. Ouais. Le mec est déjà, il est plus au même, il est sur la pente descendante. On ne sait pas encore s'il est fini, mais il est sur la pente descendante. Mais quand l'UFC a envie de buzzer et qu'ils veulent faire un chiffre de pay-per-view, ils font appel à lui. Donc, il ne faut pas prendre que les bons côtés. Il faut aussi lui donner ce qui va avec, de dire que, OK, du coup, de manière exceptionnelle, moi, je le garde dans mon top 5. Je le considère comme un quatrième pour les services rendus au monde du MMA et ce qu'il apporte encore aujourd'hui. Que concrètement, tout ce que tu viens de citer aujourd'hui ne font pas les chiffres qu'ils font. Exactement. Et à partir de là, je trouve qu'il faut qu'on mette ça dans la balance. Sinon, Entièrement. j'aurais mis Stipe un peu plus haut. Il mérite d'aller plus haut. Il n'a aucune face. C'est un mec gentil, qui est pompier, qui est réglo, qui s'occupe des gens pendant le Covid, qui a une belle famille. Bah, il serait au top, 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 quoi. Mais malheureusement, il y a un truc qui ne vend pas assez de pay-per-view. Voilà. Et pour Ensuite, toi, mon top. pour toi, est-ce que Conor McGregor, justement, ce que lui a dit, ou la vente de l'UFC pour plusieurs milliards, le fait de peser tant dans l'UFC, d'avoir fait grandir le sport, est-ce que toi aussi, qui as vécu justement l'avant-après Conor McGregor, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit justement, où aujourd'hui, l'UFC ne serait pas là où elle est aujourd'hui sans lui? Je le pense. Je suis positif dessus en disant, les gars, soyons pas haineux. C'est-à-dire que, enfin, c'est une évidence que mondialement parlant, l'indicateur qui est la médiatisation, l'indicateur qui est l'intérêt sportif dessus, enfin, les gars, qui avaient rêvé qu'un mec de MMA va affronter un mec de la boxe anglaise?
Mais et ce n'est pas un mec qui est top 100 mondial. Le Hmm. numéro 1 du numéro 1. Jamais, toujours imité, jamais égalé. Mayweather. Il va, il affronte, il fait un match. Il lui met des uppercuts, un côte. Enfin, les gars, on peut dire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. L'UFC, enfin, ceux qui sont les premiers en première ligne de l'UFC le reconnaissent. Dana White dit, je ne peux pas lui refuser grand-chose à ce mec. Il a tellement fait pour la compagnie. C'est une déclaration, c'est une réalité. Enfin, Hmm. il n'y a pas beaucoup de personnes qui vendent leurs produits sur l'UFC. Les adversaires de Conor reconnaissent, merci de m'avoir donné l'opportunité. À partir de ce moment, on débat sur quoi en fait? Il n'y a pas à débattre dessus. Le mec n'est plus assez performant. Mais il a pris 2 titres du monde, 2 titres de Hmm. champion du monde. Premier à l'avoir fait. Vous pouvez dire ce que vous voulez, il peut vieillir, il peut changer, il peut faire ce que vous veut. C'est quelque chose qui est inscrit. Vous ne pouvez pas l'enlever de la mémoire des gens. Vous ne pouvez pas enlever les chiffres qu'il a fait. C'est Il comme y a le ça. drapeau irlandais sur les nouvelles ceintures. Vous ne pouvez rien faire pour ça. C'est là. Voilà quoi. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, c'est la réalité. Et il faut tenir compte de ça. Et je dis encore que il a fait des frasques. Ce n'est pas un mec parfait. Heureusement, je tiens compte de ça puisque je suis tellement imparfait. Il y a beaucoup de personnes qui sont... On n'est pas parfait. C'est très compliqué aujourd'hui d'être parfait. Le mec, je te dis, ça m'a dégoûté de savoir qu'il prend un avion avec toute son équipe. Il arrive aux États-Unis pour Mhm. aller faire une bagarre, quoi. Enfin, c'est voyou. C'est un voyou. C'est pas bien du tout. C'est pas l'image qu'on a envie de garder de lui. Mais encore une fois de plus, c'est comme Zidane. Zidane, Mhm. qui peut enlever ce que Zidane a fait? Mais je vous explique, ce que vous oubliez, c'est que la charte olympique, le respect des valeurs olympiques, Zidane, en mettant un coup de tête à Materazzi, a marché dessus. Hmm. L'une des phrases de la charte olympique dit, tu dois rester maître de toi en toutes circonstances. À partir du moment où Zidane perd son sang-froid et il met un coup de tête à Materazzi, il a violé cette charte. Mais ça reste un code. Tu ne peux rien dire de Zidane. Ça reste un code. Et effectivement, à partir du moment où Khabib lui-même sort de l'événement et dit, la plus grosse punition que j'aurai, Ouais. c'est mon papa. J'ai peur de ce que mon papa va me faire parce que je suis sorti de mes gonds, parce que j'ai déclenché, je suis allé faire la bagarre. Il reconnaît qu'il a violé la charte olympique, il a marché dessus. Et donc, de la même manière, Conor McGregor a marché dessus à un moment donné. Ils ne sont pas parfaits. Et c'est pour ça que je tiens compte de ça en disant qu'il a un malus, Mhm. mais voilà, son malus le descend. Mais dans mon classement All of Time, voilà où je le mets. Je le mets à la 4e place. Et ensuite, à la 3e place, il y a Khabib. Alors, Vas-y, c'est quoi le problème? aucun problème, aucun problème. Moi, je Voilà, valide. Je valide encore une ce fois de plus, classement. encore une fois de plus, c'est le mien des classements. Ah, mais oui. Et je ne m'en voulais pas du tout. Je donne mon top 5 et je justifie pourquoi en disant on fait beaucoup, beaucoup sur les phrases des autres, les erreurs de la vie des autres. Bien sûr. Un tel a fait ceci, Conor il a voulu se rendre justice parce qu'on a touché son ami, il vient faire la bagarre. C'est inadmissible. Mhm. C'est inadmissible. Comment dire, le dopage, le hit and run de John Jones, c'est inadmissible. Khabib qui fait la performance de sa vie et au lieu de s'arrêter là-dessus, sort de l'octogone, va déclencher une bagarre, c'est inadmissible. Effectivement, on pourra toujours justifier, chacun va donner les choses, mais voilà. Et donc, du coup, je dis, le malus de Khabib, que moi, je vois, Ouais. le ramène un peu en dessous du classement et au-dessus de lui, il y a quelqu'un qui n'est même plus dans le classement mondial du tout. Il est sorti du ranking, il n'est plus là du tout. Demetrius Johnson. Ah ouais. Ah ouais. Donc attends. Donc et deuxième. Oui. Waouh. C'est-à-dire que pour moi, pound for pound, si on observe les personnes, s'il y avait un poids lourd
qui avait fait ce que ce petit mec, Dimitrius, a fait techniquement, performance, comportement, il serait tellement loin. Enfin, Ouais. le nombre de défenses, c'est une folie quand même qu'on n'en parle plus. Okay? Il a été classé numéro 1 mondial. Aujourd'hui, il n'est même plus dans le classement parce que l'ONFC l'a endormi. Voilà, c'est fini. Mais cependant, pour moi, dans ma vision des choses, il reste pour moi le numéro 2 et le numéro 1, John Jones. Oh. Ah, wow. Ouf. Wow. Il n'y a donc pas Georges Saint-Pierre? C'est ça. Wouh! Alors. C'est-à-dire que, encore une fois de plus, comme je disais tout à l'heure, c'est une modélisation de la performance. Oui, bien sûr, oui. Certaines personnes se plaignent en disant que Ousmane Camaro est ennuyeux. D'autres personnes se plaignent que JSP est ennuyeux. Je pense que JSP, c'est l'un des meilleurs combattants mondiaux. Rien à dire. Mais je dis encore que je pique ses stratégies d'ailleurs de timing d'amener au sol. Je les pique, j'apprends de ce qu'il fait pour transmettre à mes élèves certaines choses. Mais encore une fois de plus, il ne me fait pas vibrer. Quand je vois la clé de bras de Dimitrius, je saute au plafond, je pète les plombs. Je vois la construction du GSP, c'est magnifique ce qu'il fait, c'est très bien, il ne loupe rien, ça marche parfaitement, mais ça ne me fait pas wow. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, ça je pense que John Jones, il y a très peu d'êtres humains que John Jones n'a pas fait vivre. Ouais, exactement. Eh ben oui. Et en plus, la transition est parfaite, mon cher Fernand, parce que là, on va répondre à la deuxième et dernière question. C'est sur la montée. Que penser de la montée en heavyweight de John Jones? Question de Flow Pow sur YouTube également. Parce que oui, John Jones est numéro 1 déjà pour toi, et c'est le seul. Ouais, c'est le seul dans le classement aujourd'hui qui peut encore énormément monter, dans le sens où il démarre une nouvelle carrière là, en heavyweight. Donc toi, déjà, que penses-tu de cette montée en heavyweight pour John Jones? Est-ce que finalement, qu'on attend depuis très très longtemps, est-ce qu'elle arrive déjà pour toi au moment opportun pour lui? C'est parfait. Timing parfait, il n'y a pas plus parfait pour lui. D'accord. Pour l'UFC, timing parfait. Pour l'UFC, jackpot. Pour John Jones, jackpot. Pour moi, terrorisant. Oh, pour toi, alors vas-y, tellement d'informations. Déjà, on va commencer par toi. Pourquoi pour toi terrorisant? Parce que sur le papier, on se dit que c'est bien pour potentiellement Cyril, parce que il y a la Red Panties Night qui arrive. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le style qui pourrait être l'anti-style et l'antithèse de Cyril, ça pourrait être John Jones. Dans la vie, chacun a son antithèse. L'antithèse de Ousmane Camaro, si on revient dessus, ce serait les attaques de clé de talon, clé de cheville. Si j'étais le coach de Burns, je dirais à Burns d'être ultra agressif sur clé de talon, clé de cheville et guillotine. C'est l'antithèse du style. Tu mets un mec comme Imani sur le sol, ou bien Carl Uno, ou ces mecs qui avaient un style très agressif au sol, sur les clés de talon, clés de cheville, et qui a le poids de Ousmane Camaro, ça devient une vie compliquée pour lui. L'antithèse de Cyril, ce serait un mec qui a son quotient intellectuel. Je parle du quotient intellectuel. Combat, ouais. Bien entendu. Je parle du fight IQ. Le fight IQ de John Jones est ultra élevé. Ne vous fiez pas au fait qu'il soit en baisse, ne vous fiez pas au fait qu'il fasse des matchs avec Thiago Santos qui sont un peu machin. Il n'a pas eu de nouveau challenge. Le fait d'arriver dans une catégorie où c'est lourd, dès que c'est lourd, ça ralentit beaucoup de choses.
C'est puissant, ça tape, ça tombe. Mais quand tu tombes dans une KT où la personne qui avait ce style uniquement, c'était à peu près Cyril, il n'y a pas beaucoup qui jouent à celle que vous avez un mec comme Stipe qui bouge beaucoup, qui esquive, qui bouge beaucoup, mais qui n'est pas dans la complémentarité, qui ne va pas mettre des genoux, des coudes, et qui ne va pas, dont les déplacements sont quasiment que de la rotative, pas de déplacements en Z, pas de déplacement antéro-postérieur, pas de déplacement. Tous ces éléments-là, John Jones peut le faire. Il sait le faire, il peut le faire, il a les armes pour le faire. Et du coup, dans l'hypothèse, on sait qu'ils vont se rencontrer tôt ou tard. C'est une affaire de temps. Ça va prendre, quel que soit, comme on dit chez moi au Cameroun, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par apparaître. Ça va arriver un jour. Et ce qui va arriver, c'est que John Jones a les compétences intellectuelles et cognitives pour adapter son game et comprendre ce que Cyril veut faire. S'adapter en temps réel. Il n'y a pas beaucoup de poids lourds qui savent faire ça. Ils pensent qu'ils savent le faire jusqu'à ce que le combat commence et ils vont se rendre compte que Cyril a toujours mis un truc en place qui soit un peu différent, légèrement différent et qui puisse l'adapter à quelque chose. Donc, voilà ce qui fait que pour moi, je suis quelqu'un d'assez confiant. Je sais que Cyril pourrait le battre avec beaucoup d'entraînement, beaucoup de concentration, mais je reste sincère. Ça reste terrifiant pour moi de savoir que John Jones monte. Et niveau, alors, et là, donc un petit peu en arrière, tu parlais justement pour l'UFC, pour la catégorie, même c'est parfait. En quoi est-ce parfait finalement pour l'organisation qui monte maintenant? Tu vois, plutôt qu'il y a, allez, peut-être 5 ans quand il était entre guillemets au top. Parce que John Jones reste une poule aux odeurs. Il ne fait pas les audiences de Conor, mais il est quelqu'un qui a touché le monde entier. Il n'y a personne qui reste indifférent à John Jones. Il y avait besoin de qu'il renaisse parce que ça refait comme si tu as mis une cape et tu changes de visage. Ça lui donne quelque chose de nouveau. On va faire comme si poids lourd léger, c'était du passé. On démarre quelque chose de nouveau. Donc, on démarre avec tout ce qui va avec. John Jones a plus de chances de briller chez les poids lourds, dans le sens où je favorise, moi, je t'ai parlé tout à l'heure de mon parallèle avec Trevor Whitman. Ouais. Je favorise, moi, la mobilité. Donc, je préfère une arme qui est moins lourde, qui est mobile. Tu as un petit pistolet, qu'un gros fusil qui est très lourd, qui t'empêche de te déplacer, mais qui est très lourd. Quand tu tires, ça fait des dégâts. Effectivement, à coup sûr, ça fait des dégâts, mais c'est très lourd. Et ce qui se passe, c'est que John Jones va arriver avec cette mobilité-là. C'est sur ça que j'ai basé ma manière d'entraîner Cyril et d'ailleurs la majorité de poids lourds de ma salle de sport. Francis, la différence qu'on a fait avec Francis quand il était au MMA Factory, c'était la mobilité. De dire, tu n'es pas touchable, tu restes intouchable. Si j'avais poussé la direction de l'entraînement de Francis vers la lourdeur de tu défends la lutte, tu n'acceptes pas les deux au sol, tu cognes les mecs, il n'aurait pas fait ce chemin qu'il a fait. Le chemin qu'il a fait était là parce qu'il avait rapidement capté qu'au lieu de défendre la lutte, vaut mieux être en déplacement, toucher sans être touché. Et éventuellement, si tu n'as plus le choix et que le lutteur te met les mains dessus, c'est ce qui s'est passé quand Curtis Blade lui a mis les mains dessus, tu défends. Mais on a un protocole de défense, mais le protocole, il se passe en 3 étapes. Ce que je dis souvent, c'est que vous avez, j'aime prendre des parallèles pour que ce soit imagé pour les gens. Vous connaissez le film Taken. Il y a des personnes, quand la menée au sol arrive, n'ont pas de protocole et se défendent de manière hasardeuse sur la menée au sol. La menée au sol arrive, je panique, je mets des coups de coude, je pousse, je fais tout à la fois et finalement, je fais des mouvements qui sont pour mon action de défense et contre mon action de défense. Liam, dans le film Taken, est protocolaire.
il a une situation de famille, une situation de vie. Et il va procéder comme son métier lui a appris. Sa fille lui dit, papa, il y a des gens qui sont entrés à la maison. Il y a des gens cagoulés, armés qui sont entrés à la maison. Il lui dit de sang-froid, ma fille, calme-toi. Va trouver un endroit où tu peux te cacher et je vais t'expliquer quelque chose. Elle va sous le lit et lui dit, voilà ce qui va se passer. Quel que soit ce que tu fais, tu vas être enlevé. La petite fille crie, elle veut paniquer et lui dit, ça ne sert à rien de crier, c'est une fatalité. Dans quelques minutes, tu vas être enlevé. Voilà ce que je te demande de faire. Prends toutes les informations que tu peux. Donne-moi tout ce que tu vois. Donne-moi les lacets, la couleur des lacets des chaussures. Dis-moi comment il respire. Dis-moi comment il s'appelle. Ça va m'aider à te retrouver. Ne t'inquiète pas, ma fille, je vais te retrouver. C'est un peu scénarisé, mais voilà un peu le protocole qu'on utilise pour le sol. J'apprends à mes gars, Cyril, Francis, défends la lutte en te déplaçant. Ensuite, deuxième étape, si tu tombes parce qu'à un moment donné, tu vas fatalement tomber, ce que je veux, c'est que tu n'essaies pas de tirer et de fermer dans la garde. Pose tes mains par terre, rampe, va chercher la cage, pose ton dos sur la cage. Protocole, inévitable. Tu ne peux pas l'esquiver, il faut le faire absolument. Pousse la tête, mets une grosse pression sur les cervicales pour pas qu'il monte sur ta ceinture scapulaire, recule. Ce protocole-là doit être suivi. Et ce que je dis, c'est que si on avait mis en place le système de dire, bon, tu vas d'abord apprendre la lutte, tu vas apprendre ça, c'est compliqué. Les déplacements sont la clé. John Jones arrive avec ce mouvement en disant, Francis, c'était la première version de ce truc-là. Poids lourd, solide, qui se déplace. Même Arlovski, à l'époque déjà, Arlovski avait commencé avec ça. Ensuite, Francis arrive. Ensuite, Cyril arrive avec un nouveau style de déplacement un peu complexe. Et elle a le code qui est le plus technique, le plus expérimenté, le plus coté, qui a la hype et tout, monte avec ce style-là. C'est ultra dangereux. Et penses-tu, toi, que... Donc, sur le papier, oui, c'est effectivement extrêmement dangereux, mais alors, déjà, est-ce que tu as été confronté à ça, à un de tes athlètes qui a monté de catégorie, et cette gestion, justement, des kilos en plus que John Jones va devoir porter avec lui, parce que là, il était, je crois, au dernier article ESPN, il était à 109 kilos, son objectif, c'est d'être aux alentours des 113 quand il sera dans la cage. Ça peut, mine de rien, changer pas mal de choses pour lui aussi. Absolument. Les montées de catégories, je n'en ai pas eu de si grandes. D'accord. Ça fait quand même beaucoup. Les lourds, il y aura une grosse différence. J'ai eu des petites montées. En général, je conseille des montées. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais il faut savoir que Gilbert Burns, c'est un 70 kilos à la base. Exactement. Il a combattu souvent à 70 kilos. Et ensuite, il a décidé de monter de catégorie. Et finalement, il a brillé quand il a monté de catégorie. On connaît John Jones, d'ailleurs, qui était de la Blackzilians aussi, qui a fait la même chose. Il est devenu brillant à partir du moment où il est passé de 67 kilos à poids lourd. Tu vois de qui je parle? Oui, Anthony Johnson. Anthony Johnson. Voilà. Et donc, moi, j'ai été confronté à ça, notamment avec Nassourdine Imavov. Et oui. Ouais. Qui est à Las Vegas en ce moment et combat le 20. Nassourdine Imavov est un 77 kilos qui n'envisageait pas de monter, qui trouvait que c'était... et finalement, il se sent mieux à 84 kilos parce que c'est un step pas très grand. On lui a construit de la masse musculaire dessus et on l'a posé dessus. J'ai un autre combattant qu'on va voir bientôt, son retour, que je manage, qui est de la team de ABS, Achille, c'est Faisal Youssine. Et Faisal Youssine va faire son retour bientôt en poids lourd. Et ça, c'est un gros step parce qu'il passe de 84 kg du Cage Warrior en poids lourd. Mais on a construit de la masse musculaire dessus. Et puis, stratégiquement, pour le management, c'est beaucoup plus intéressant. D'accord. Quoi qu'il en soit, je pense que John Jones, ça ne va pas être compliqué pour lui. Son poids n'est pas très éloigné de celui-là en réalité. Je pense que tu ne peux pas effacer l'agilité comme ça sur un mec qui a été tout le temps agile. Je pense que quel que soit le ralenti que ces quelques kilos vont lui donner, il sera toujours 10 fois plus agile que la plupart des poids lourds. Et donc, toi, est-ce que tu le vois, là ça va être la dernière question là-dessus sur John Jones et sa montée, durer chez les poids lourds? Parce que c'est aussi la grande question, c'est de se dire avec tout ce qu'il a accompli, est-ce qu'il vient finalement pour 1-2 combats ou malgré son âge, tu vois, qui est de 33 ans, il a quand même une très grosse carrière derrière lui déjà, c'est tu vois quelques gros combats et puis ensuite ça y est, il partira en retraite?
C'est dommage qu'il arrête tôt quand on voit la retraite quand on voit que Overeem combat encore, c'est Ouais. dommage. Je pense que John Jones devrait, pour nettoyer justement tous les soucis qu'il a eus, il devrait monter chez les loups, s'installer chez les loups de manière très durable et défendre la ceinture 7 fois, s'il peut. Ouais. S'il le fait, Ah bah là, on lui donne la béatification. C'est fini. Échec et mat. c'est ça. Enfin, on le nettoie. S'il le fait, il devient clean. Dans le sens où Exactement. je monte, jamais je ne me fais choper encore pour dopage. Jamais je ne déconne plus dans la rue. Et je bats 5 fois les mecs en poids lourd. Je garde la ceinture, je prends la retraite au calme, étant inscrit dans le panthéon des arts martiaux. Ce serait le truc, tu vois. Mais ça va être difficile vu ce qu'il y a en face. Mais oui, c'est ça. Et cette fameuse. Mais en fait, oui, j'ai deux dernières questions. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé parce que c'est rare Il n'y quand a pas même de qu'on ait. problème. Parce que Oui, vas-y. quand tu vois l'arrivée de Thomas Spinal, l'arrivée de Cyril Gane, la maturité de Curtis Blade, Exactement. c'est chaud de faire 5 défenses et 5 tués chez les lourds. Mais s'il fait ça, côte, rien à dire. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que ça t'a évoqué? Et oui, c'est ces fameuses, chères à Fernand Lopez, les fameuses cacahuètes. Parce que là, les cacahuètes qui va potentiellement se prendre John Jones, c'est vrai qu'il a cette capacité de rouler avec les coups quelque part, qu'il affronte les Thiago Santos, qu'il affronte bah, quasiment n'importe qui. Là, va quand même avoir une énorme différence pour lui. Et ça aussi, pour moi, ça peut changer pas mal de choses dans le sens où t'as pas vraiment envie de t'éterniser dans cette catégorie, dans le sens où là, il y a quand même un risque non négligeable de knockdown, de se retrouver rapidement, tu vois, touché dans le rouge, comme John Jones n'a jamais été finalement. Parce que là, quand on y pense, il y a quoi? Il y a Machida qui l'a, je vais pas dire sonné, mais tu vois, qui l'a vraiment fait reculer. Et ben, c'est tout, quoi, en striking. Bah, du coup, je ne comprends pas. On est d'accord qu'il ne s'est pas beaucoup touché, Ouais. il ne s'est pas beaucoup fait toucher. Explique-moi pourquoi il n'aurait pas, en termes de kilométrage, de Mhm. chaos et de toucher au niveau des commotions cérébrales, il est quasiment neuf, Ouais. John Jones. Donc, si on passe sur la potentialité qu'il soit neuf, ou en tout cas frais, il peut durer la durée normale d'un poids lourd. Hmm. Combien de KO il a déjà participé et il est toujours champion? Oui, bien sûr. Combien de KO a pris d'ici? Combien de KO a pris voilà. Donc, le temps qu'on arrive à l'apogée et qu'il fasse la défense, la descente, il aura le temps de survivre. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas éviter une catégorie sous prétexte qu'on tape fort dans la caté. On tape fort pour tout le monde. Ouais. Tout le monde est capable de prendre des KO dessus. C'est-à-dire que si on part par là, donc ce que tu prédis, c'est quoi? C'est que Cyril va faire 6 mois et puis il va descendre parce qu'il va prendre une cacahuète et puis fin de la carrière? Non. Non. Il y a des grosses cacahuètes. Mais oui, mais il va prendre des cacahuètes, il va tomber Cyril, et puis le combat d'après, il va se refaire. Et puis il va retomber, peut-être, et puis le combat d'après, il va se refaire. Et peut-être il ne va jamais prendre des KO parce qu'il a un coup d'œil. On n'en sait rien. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que il aura un certain temps d'endurance de KO. Et ce temps peut te permettre de faire ton petit rein de côte. Oui. Si aujourd'hui Stipe part à la retraite, il n'aura pas été ridicule. Exactement. Il commence à avoir le menton fragile, mais il n'aura pas été si ridicule. Pourquoi est-ce qu'on doit s'arrêter et dire, bon, John Jones, non, tu ne vas pas durer là-bas parce que c'est dangereux? Pour aller faire quoi ailleurs de toutes les façons? Parce qu'on sait que la mémoire du muscle est complexe. Quand il se sera assis pour 2 défenses de ceinture, même une seule, s'il prend la ceinture et qu'il défend 2 fois, une fois, c'est difficile après de refaire le cutting pour 93 kilos. Ouais. Tu prends le confort, tu es à l'aise, tu arrives, tu es musclé, tu es bien, tu te déplaces bien, tu as la fluidité. Pourquoi tu vas redescendre, aller souffrir et tout, faire du cutting et tout, alors que tu as déjà assuré? Tu pars étant champion. Il n'a pas perdu la ceinture chez les light heavyweight. Il est toujours champion. Il laisse à d'autres personnes. Il va sur un nouveau challenge. Mais c'est tout à son honneur. Moi, je ne pense pas que ce soit quelque chose de déconnant. Je pense vraiment que c'est une complication chez les poids lourds. S'il n'est pas là, pour moi, c'est bien. Ça fait respirer un peu. Tu dors mieux. Non, je rigole, mais en fait, la compétition. C'est excitant quand même. C'est excitant comme c'est la compétitivité. C'est ça qui va renouveler. C'est que chez les poids lourds, entre ces jeunes dont je te parle là, Curtis Blade,
Thomas Spinal, Cyril Gane, ces petits jeunes qui arrivent et qui sont frais, avec des anciens qui sont déjà des vétérans cogneurs comme Francis, avec un John Jones qui arrive avec de la mobilité, qui n'est pas cogneur, mais qui est très agile, très malin, qui peut s'adapter sur la lutte, sur le sol, ça devient excitant. Là, on a du challenge. Là, on regarde, on recrute chez les poids lourds tous les spectateurs qu'il y avait chez les lourds légers, qui l'observaient, qui suivent, on s'intéresse. Non, je pense que c'est bien pour le business. L'UFC se redore un blason et reprend la possibilité d'avoir des gros pay-per-view sur John Jones. Il avait perdu pas mal de hype dessus. Chez les poids lourds, il va retrouver la hype parce que Francis va gagner 6P, KO au premier round. Oh non, déjà, il en parle déjà. On devait en parler début mars, ça y est, déjà le spoiler pour pas. Je donne mon avis. Ça peut changer. En fonction des entraînements, en fonction du ça pourrait changer. Moi, sur mon avis sur Burns et Kamaru a changé près de 4 fois depuis qu'on a annoncé le combat jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a des informations que tu as, tu te réadaptes et tout. Non, à ce jour, je pense que Francis va brutaliser Stipe. Il va le brutaliser. Je pense que John Jones arrive et il y aura un vrai match équilibré. Si John Jones passe, il aura fait quelque chose d'exceptionnel. Il aura fait quelque chose d'exceptionnel de venir s'installer dessus face au prédateur. C'est dur, tu vois. Et non, je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. Mais je dois avouer que dès l'annonce, je suis proche de Cyril. Pas simplement comme entraîneur, mais tout le monde le sait que je suis très proche de mes élèves et on crée avec mes élèves, j'ai créé toujours ce lien de trop familier et tout, trop proche. Et donc, quand on annonce John, je dis, oh shit, il y a du boulot. Ouais, mais bon, ça permet de pousser un petit peu tout le monde. Et là, c'était plus globalement sur John Jones. Tu vois, tu le mets premier dans ta liste des GOAT. Moi aussi, pour moi, il est numéro 1. Mais pourtant, et moi, en tout cas, j'ai ce côté. Je me dis, ça aurait dû être lui, Conor McGregor, en fait. Ça aurait dû être lui, le mec, dès que les gens pensent au sport, ils pensent à John Jones. Est-ce que toi, tu es du même avis aussi? Oui, il lui manquait 2 éléments. Premier élément, le dopage. C'est-à-dire que ce qui sauve Conor, c'est que Conor, même si Conor a fait des trucs extra sportifs, pas cool, je parle de... Les insultes, moi, j'ai mis habitude. Tout le monde insulte tout le monde. Et voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Notamment quand on parle des familles, quand on parle des régions, quand on parle des pays, je fais attention à ça. Lui, il aime bien jouer avec ça. Il insulte et tout comme beaucoup de combattants insultent. Il a insulté les Brésiliens, il a insulté les Laguensanais en fonction du pays où il va, il provoque. Mais moi, c'est pas de ça que je parle. Moi, je parle juste de trucs qui sont interdits par la loi. La loi interdit qu'on vienne balancer un chariot dans un bus. C'est interdit. La loi interdit qu'on aille faire une rixe dans la rue. Ça, c'est interdit. Mais Conor n'est pas tombé dans le dopage. Ce qui a pu ternir l'image de John Jones, c'était le dopage. La première des choses. La deuxième des choses, c'est que John Jones a fait parler de lui par la performance, par le jeune âge, mais pas par Notorious. Pas par le bling-bling. Pas par... tout ce qui est en dehors. Voilà, il n'a pas autant vendu l'UFC. Conor a mis l'UFC sur le mainstream. C'est-à-dire que c'est cool pour Cristiano Ronaldo d'appeler Conor et lui dire, est-ce que je peux venir m'entraîner avec toi? C'est cool pour lui de faire une photo avec. C'est cool pour un footballeur américain ou un joueur de baseball ou de cricket en Inde de se dire, je vais faire une photo avec Conor. Alors que il y a des personnes qui ne connaissent pas John Jones qui vont connaître Conor. Et donc, je pense que c'est ça qui fait la différence. Et il aurait pu dans le sens où si le mec avait été clean et qu'en plus de ça,
il continuait à vendre comme il vendait, puisque ça se vendait tout seul, même s'il ne faisait pas les guerres comme Conor. Le fait de se bousculer avec Khabib, avec Cormier Mhm. à la pesée, le Ouais. fait d'avoir certains euh, euh, histoires d'embrouille et tout, comme on appelle le blood, Bad Blood, ouais. bad blood et tout. S'il n'y avait pas ces histoires de bad blood et tout, bon, enfin, avec les histoires de bad blood qu'il avait, il pouvait y faire le buzz s'il n'y avait pas des problèmes de dopage. Moi, je pense que c'est plus le dopage qui est salissant. C'est Mhm. difficile de se blanchir quand tu étais déclaré dopé. Très difficile. Tu Ouais. n'es plus beaucoup crédible, tu vois. À moins d'avoir des performances extraordinaires, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Bon, bah, je pense qu'on a terminé cet épisode, mon cher Fernand, le troisième. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, mais pas même endroit, parce que Fernand sera normalement de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Bah voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On sélectionne 2-3 par épisode. Et puis, le podcast est disponible sur sur les principales plateformes de streaming audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast très bientôt. Et puis, ouais, Deezer, Podcast Addict et j'en passe. Puis voilà, rendez-vous la semaine prochaine, Fernand. Rendez-vous la semaine prochaine, n'hésitez pas. La cloche en dessous, cliquez dessus, abonnez-vous, c'est très encourageant. Et surtout, continuez à commenter, mettez les sujets qui vous intéressent pour qu'on en parle. Et je vous dis à la semaine prochaine.